La réconciliation nationale et la promotion de la tolérance, c'est ce que prône la CVJR dont le rapport a proposé un certain nombre d'activités. Un projet a été lancé la semaine dernière à noter à ce propos. Projet qui sera piloté par l'ONG ADAC. Yves Abevivi. Chefs traditionnels, acteurs de la société civile, autorités politiques et administratives, tous ont eu droit d'être informés sur la tâche qui revient à chacun d'entre eux dans le d'enracinement de la réconciliation dans la préfecture de Raro. Une tâche entreprise par l'ONG Action de développement par l'autopromotion des communautés ADAC avec le soutien financier du PAX Crénan. Le projet intitulé « Promotion de la tolérance, de la non-violence et du pardon pour la réconciliation des citoyens de la préfecture de Raro » a été officiellement lancé à Notien, chef-lieu de la préfecture, en présence du préfet Champani Ao. Plusieurs activités sont prévues dans la réalisation du dit projet. Notre projet se situe dans le cadre des recommandations de la CVJR. Dans chaque canton, on aura un atelier d'une journée. Un atelier auquel vont participer au moins 50 personnes qui seront choisies dans diverses structures socio-politiques, culturelles et religieuses du canton. Bon, à leur tour, ils seront comme des relais et à leur tour, ils iront vulgariser cette notion de tolérance, cette notion de paix qui nous préoccupe tous. On aura organisé des émissions radiophoniques. Bon, nous avons aussi édité des livrets qui portent sur les principes de la tolérance. Nous aurons à mettre ces livrets à la disposition de toute la population. ADAC compte tenu une série de 8 ateliers de formation dans les cantons de la préfecture de Raro, ateliers dont le thème retenu est Action décisive pour l'aboutissement du processus de la réconciliation nationale dans la préfecture de Raro. Créé en 2004 à Paris, l'ONG ADAC a transféré son siège à Notien dans la même année. Notre ville capitale Lomé, une trentaine d'années après le schéma directeur de 1981, va se doter d'un nouveau document d'urbanisme pour faire du Grand Lomé une agglomération mieux structurée. Une stratégie de développement a été mise au point et cela doit passer par un schéma directeur. Les membres de la cellule technique et du comité de pilotage du projet ont été officiellement installés ce matin, ce qui donne le temps au démarrage des travaux. Nous y reviendrons. Les travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon à Dagali PD Govier ont démarré il y a un mois. L'Agence nationale de la gestion de l'environnement a effectué une visite sur le terrain pour s'assurer que les travaux vont bon train. Rachel Aoukou. L'heure est aux grandes réalisations à Lomé et à l'intérieur. Des travaux d'infrastructure qui ne sont pas sans impact sur l'environnement et sur les populations. Ici, sur le prolongement de la nationale numéro 5 Balimé à Takbamé, la société chinoise CRSSG s'active pour réhabiliter le tronçon à Dagali-Légovier sous le regard vigilant de l'Agence nationale de la gestion de l'environnement ANGE. Nous avons évalué ce projet. L'évaluation ne s'arrête pas seulement à la validation du rapport et à la délivrance du certificat environnemental. Il faut aussi faire le suivi. C'est un suivi inopiné que nous avons organisé pour voir comment l'entreprise met en œuvre les mesures prescrites dans le plan de gestion environnementale et sociale. Ici, au moins, la base elle est propre. On constate que sur le plan hygiène, se sont respectueux de l'environnement. Les talus sont aménagés de façon qu'il n'y ait pas de stagnation d'eau. Les ouvriers sont aussi équipés pour certains, pour d'autres, bon, on a relevé aussi, par exemple, le cachinet pour certains ouvriers que nous n'avons pas pu voir porter cet équipement. Sinon, dans l'ensemble, nous sommes plus ou moins satisfaits. L'élargissement de la route a entraîné la démolition des habitations, le déplacement des cimetières, la destruction de certaines essences naturelles. Autant d'impacts qui s'accompagnent d'indemnisations selon le plan de gestion environnementale et sociale mis en place. Voilà, au moins, c'est mon poignet.
on a indemnisé les gens à part les absents. Nous saluons ce suivi de la NGE qui permettra la rapidité des travaux. Au début des travaux, à la base, on a préparé des poubelles, des fossés septiques, des bassins d'eau usée, des fûts pour l'huile de moteur usée, pour ne pas causer la pollution des terrains, l'eau et l'air. Par exemple, on a équipé deux camions arroseuses pour arroser la route, pour éviter la poussière des riverains. Le dédommagement, le suivi sanitaire, le reboisement sont là quelques mesures exigées par la NGE. En cas de non-respect, la société est sanctionnée. Il y a 3 types de sanctions qui sont prévues. Il y a les sanctions pénales. L'entreprise qui néglige les prescriptions environnementales est punie conformément à la loi. Aussi, nous avons une sanction administrative. Suite au rapport que l'Agence nationale de gestion fait au ministre, le ministre peut retirer le certificat environnemental qui a été accordé à l'entreprise. Il peut y avoir aussi des sanctions financières, c'est-à-dire que le bailleur de fonds peut suspendre et même arrêter définitivement le financement des travaux. L'Agence nationale de la gestion de l'environnement entend jouer à fond son rôle. Elle sera toujours présente sur les chantiers pour assumer sa fonction régalienne et veiller au respect des normes environnementales dans la réalisation des travaux. Ce communiqué conjoint, à présent, le ministre de la Santé, le ministre des Enseignements primaires et secondaires communiquent. Depuis le 29 août 2013, une épidémie de choléra s'est déclarée au Togo. Afin de briser la chaîne de transmission de la maladie, le gouvernement a pris des mesures diligentes en interdisant notamment la vente des denrées alimentaires aux alentours et dans les établissements scolaires. Les efforts du gouvernement ont porté leurs fruits grâce aux actions engagées avec le concours des partenaires techniques et financiers. L'épidémie est désormais sous contrôle. Toutefois, quelques cas isolés sont signalés dans certaines régions du Togo. En vue de consolider les résultats obtenus et d'éradiquer définitivement la maladie, les populations sont invitées à redoubler de vigilance et à continuer à respecter les mesures d'hygiène préconisées et notamment le lavage systématique des mains et des fruits avant leur consommation, la protection des denrées alimentaires et l'utilisation des latrines. Compte tenu de l'évolution positive de la situation, l'interdiction de la vente des denrées alimentaires aux alentours et dans les établissements scolaires est levée à compter de ce jour de décembre 2013, sauf dans la région centrale, le district sanitaire d'Anié, où le risque de la transmission de la maladie persiste. Toutefois, les contrôles systématiques d'hygiène seront renforcés par les services techniques compétents en collaboration avec les chefs des établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, seules les revendeuses de denrées alimentaires ayant une carte d'hygiène en cours de validité seront acceptées dans les établissements. Le ministre de la Santé et le ministre des Enseignements primaires et secondaires exhortent l'ensemble des populations, en particulier les parents d'élèves et toutes les parties prenantes du secteur de l'éducation, à rester mobilisés pour lutter contre la propagation de cette maladie. Environnement et cette rencontre interrégionale à Caras, c'est pour reviser le plan d'action nationale pour la biodiversité afin de répondre aux exigences de la 10e conférence internationale sur la diversité biologique tenue au Japon. Nestor Mouzou. En 2003, le Togo s'est doté d'une stratégie nationale pour la conservation de la diversité biologique. À cette stratégie a été adossé un plan d'action. Ces dispositions ont été prises pour honorer l'engagement du pays vis-à-vis de la Convention internationale de la biodiversité. L'évaluation du niveau de mise en œuvre a relevé des progrès en même temps que des insuffisances. Du point de vue réduction substantielle de la perte de la diversité biologique, les objectifs n'ont pas été atteints. Le Togo n'est pas seul dans le cas.
À la 10e conférence sur la Convention sur la biodiversité en octobre 2010 à Nagoya au Japon, les parties prenantes ont adopté un nouveau plan stratégique 2011-2020. Tous les pays ont été alors conviés à leur tour à procéder à la révision de leur stratégie et plans d'action nationaux et à soumettre leur 5e rapport national de mise en œuvre de la Convention avant le 31 mars 2014. Cet atelier s'inscrit dans cette démarche. Tenu à Kara, il a rassemblé les acteurs des régions Savane, Kara et Centrale. Ce qui reste à faire, en fait, c'est d'apporter des réponses adaptées pour faire face aux différentes menaces qui contribuent à l'érosion de la biodiversité. Notamment, il faut évoquer les aspects de l'agriculture qui ne respectent pas la conservation de l'environnement en général et de la biodiversité en particulier, et puis plusieurs filières de développement qui vont parfois à l'encontre de la conservation de la biodiversité. Ce processus de révision, en fait, se veut un cadre intersectoriel, participatif et inclusif. L'atelier de Kara fait suite à celui d'Atapamé pour le compte des régions maritimes et plateaux. Un document a été proposé pour servir de cadre de référence aux participants. À l'issue de ces deux étapes, un nouveau document sera produit et devra être validé lors d'un atelier national. L'élevage des poulets, cette ferme avicole à Pia, dans la région de la Kara, la ferme avicole de Pia se spécialise davantage dans la production des oiseaux, des œufs à couver et des poussins améliorés. Elle offre également d'autres services. Découvrons ensemble cette structure avec Nestor Mzou. À la ferme avicole de Pia, tout commence ici. Ce poulailler est le moteur même de la ferme. Il est constitué d'un cheptel parental mâle et femelle. C'est la race Lohmann Brown. Vous voyez, les coqs sont roux, les femelles sont blanches. Mais les poussins qui vont sortir des œufs de ses parents, les pondeuses seront rousses et les coqueliers blancs. On peut arriver à un taux de ponte dans des conditions normales d'élevage à un taux de ponte de 98%. Nous avons 900 pondeuses pour 90 coqs. Ça veut dire que c'est une question de sexe ratio, un coq pour 10 poules, quoi. Les œufs produits par ce cheptel sont des oacés ou œufs à couver. Après leur ramassage, ces oacés sont calibrés et envoyés à l'endroit indiqué. Depuis 2011, la ferme a procédé à l'installation d'un nouveau couvoir. Une fois les œufs chargés dans les tiroirs, on passe dans la salle de stockage où les œufs font au minimum une journée. C'est de une journée à 10 jours, selon les regards de la température et de l'humidité. Maintenant, une fois cela passe, le jour même qu'on vient incuber, une heure avant, on commence la fumigation. La fumigation, c'est un système qui permet de stériliser les œufs. Une fois les œufs stérilisés, maintenant, on les envoie maintenant dans l'incubateur. On passe maintenant à la mireuse. Là-bas, ça nous permet d'éliminer les œufs non fécondés. C'est ce qu'on appelle les œufs clairs. Une fois mis dans les paniers, on envoie maintenant les œufs dans le clôture. Là-bas, les poussins, les œufs terminent 3 jours restants. Sortis du couloir, les poussins iront dans les poulaillers. Là, comme leurs parents, ils ont leur ration alimentaire quotidienne. La ferme avicole de Pia a aussi cet avantage de disposer de sa propre provendeurie. Si l'éleveur qui n'a pas trop d'ingrédients, au moins il lui faut 5 à 6 ingrédients pour pouvoir le faire. Mais il faut un technicien pour lui calculer, voir avec ces 5 ingrédients, est-ce qu'il va respecter les normes, les besoins des volailles. Bon, il y a aussi un secret, quand les ingrédients sont peu nombreux, le coût de l'aliment est élevé. Et quand vous prenez beaucoup d'ingrédients, là, ça vous réduit un peu le coût. La provendeurie de la ferme a actuellement une capacité de production de 3 tonnes à l'heure. D'autres matériels sont en cours d'installation dans l'intention de permettre à ceux qui sont dans le besoin de pouvoir solliciter les services de cette structure en ce qui concerne la production des granuleux pour les volailles, les ovins et les bovins et des granuleux flottants pour les poissons. En somme, la ferme avicole de Pia a pris un nouvel élan de redynamisation et de diversification de ses activités. Ce n'est pas toutes les fermes qui ont les moyens techniques pour l'élevage des parentaux. C'est ça qui fait la spécificité de
la ferme avicole de Pia. Actuellement, nous sommes en train d'expérimenter un système. Tous les lundis, on sort un chariot et éclose tous les lundis. Donc le lundi prochain, il y aura éclosion d'un chariot de 4800 œufs. C'est une occasion inédite pour nous de remercier nos partenaires et spécialement le gouvernement et au travers du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et de la Pêche. Les partenaires du ministère qui sont la Banque mondiale et les institutions financières. Les services connexes comme le suivi technique sont aussi offerts par la ferme avicole de Pia. Devenir une référence dans le pays, c'est ce à quoi aspire cette ferme. Je vous l'annonçais tout à l'heure, notre ville capitale Lomé, une trentaine d'années après le schéma directeur de 1981, va se doter d'un nouveau document d'urbanisme pour faire du Grand Lomé une agglomération mieux structurée. Une stratégie de développement a été mise au point et cela doit passer par un schéma directeur. Les membres de la cellule technique et du comité de pilotage du projet ont été officiellement installés ce matin, ce qui donne le ton au démarrage des travaux. Christine Petit-Kialoudé. Le Grand Lomé compte environ 1 500 000 habitants selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat, ce qui représente presque le 1/4 de la population du pays sur 0,49% de sa superficie. Une croissance accompagnée d'une extension spatiale très rapide, incontrôlée et sans aucune viabilité préalable. Pour répondre aux multiples problèmes qui en découlent, le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du Grand Lomé a été identifié comme principale action à mener parmi les 15 urgences retenues. Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est un outil de planification et de prévision par excellence. Tout investisseur qui arrive au Togo, qui veut faire quelque chose à Lomé, doit adopter ce schéma-là. Il doit s'inspirer de ce plan pour faire ses investissements. Donc, comme actuellement les gens sont en train de construire partout, il y a des zones, il faut construire parce que c'est des zones inondables. Il y a des zones qui seront réservées aux équipements sociaux, culturels, etc. Les parcs. Voilà le schéma directeur. Le schéma sera conçu à l'échelle du Grand Lomé, entité territoriale qui regroupe la commune de Lomé et les cantons d'Aflao, Gakli, Amoutiévé, Aflao, Sabado, Agouenivé, Baguida, Lebasito, Bakosito, Tobekope et Zanguera. Les membres de la cellule technique et du comité de pilotage du projet sont installés. Votre rôle est de veiller à ce que le schéma directeur et les plans d'urbanisation de détail qui l'accompagneront soient des outils clairs, précis, opérationnels, applicables et flexibles. Le Grand Lomé doit enfin se tourner vers l'adaptation au changement climatique. Il doit garantir la qualité de vie, la santé pour l'ensemble de ces populations, quel que soit leur lieu de résidence. La réussite du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme dépendra de la forte implication de tous les acteurs concernés qui doivent notamment comprendre et s'approprier les propositions d'aménagement et d'urbanisme telles que le déplacement d'un marché, l'élargissement d'une voie publique, le lotissement d'un quartier, etc. Le projet est soutenu par plusieurs partenaires dont le PNUD et l'Agence française de développement. Un mot sur la politique. 4 députés du parti UNIR de la préfecture du Moyen-Mono étaient hier à Tomou pour dire merci aux populations pour avoir porté leur choix sur les candidats du parti UNIR. Occasion pour eux de réfléchir sur les actions à mener pour le développement de la localité. Pierre Sossoukou. Des retrouvailles pour congratuler les populations du Moyen-Mono pour la victoire des 2 candidats du parti uni lors des élections législatives du 25 juillet. James Victor Sossou, Simodi Djossou et les cadres du Moyen-Mono sont donc retournés vers les populations pour leur exprimer leur gratitude. Ils ont partagé aussi avec leur base la nécessité de rendre plus dynamique la préfecture à travers des actions de développement. Nous sommes venus tourner la page des élections législatives de cette année. Place au travail et au développement. Nous sommes venus remercier nos parents
Nous leur avons fait appel pour demander leur suffrage. Elles ont répondu plutôt comme un seul homme. Il nous appartient maintenant de porter au mieux leurs préoccupations vers l'exécutif. D'autres cantons ont été également visités pour la même cause. Nous avons sillonné toute la préfecture. Nous avons fait des rencontres avec nos parents dans tous les cantons et villages. Aujourd'hui, nous faisons l'apothéose. Et notre message, c'est que ce n'est pas seulement le merci d'aujourd'hui que nous avons apporté. Notre message, c'est que nous devons tous travailler ensemble pour que le milieu se développe. Nous allons faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour que les doléances des populations puissent trouver des solutions. En prélude à ces retrouvailles, un culte d'action de grâce a rassemblé les fils et filles du Mouemounou. Tous ont rendu grâce à Dieu pour les succès enregistrés par le Parti uni et imploré sa miséricorde pour que règne une entente mutuelle entre les Togolais de tous bords. L'Observatoire togolais des prisons a tenu une conférence de presse samedi dernier. Objectif veiller à la réglementation des droits des détenus dans les milieux carcéraux. Sophie Manou, Albertine Yakin. L'application des tests juridiques relatifs aux droits des détenus est une démarche fondamentale que prône l'Observatoire togolais des prisons. La démarche entreprise par cette association tente de relever des défis en matière de conditions de détention dans les milieux carcéraux. C'est en ce sens que certaines dispositions telles que la garde à vue, la détention préventive, le mandat de dépôt doivent être clarifiées. Nous devons repenser la façon maintenant de corriger nos délinquants. C'est ce qui nous a motivés à mettre sur pied l'Observatoire togolais des prisons, qui est une branche de l'Observatoire international des prisons, section française. Il faut vulgariser les tests, c'est-à-dire les approfondir dans les langues nationales. Et ce sera le rôle des associations, de les approprier, et pour que les gens soient occupés aussi. Parce que l'oisiveté, ça conduit à des vices. Pour les spécialistes du droit, la prison est nécessaire et vitale car ce milieu redresse certaines personnes jugées délinquantes et criminelles. Toutefois, la prison accueille également des innocents. C'est pourquoi, après le recouvrement de la liberté, la société doit œuvrer pour une réinsertion effective. Lorsque un prisonnier est libéré et que la société le laisse à lui seul, il retombe encore dans les mêmes infractions et par conséquent, il revient à la prison. Et là, on parle de récidive. Donc la faute, ce n'est pas forcément à ce détenu seul, mais la faute, c'est à la société. D'où le fait que le président a insisté sur la réinsertion sociale. Mais si les gens sont libérés et que la société les repousse, mais quand vous êtes repoussé, vous vous rebellez. Nous allons œuvrer pour que les détenus soient mieux socialement réinsérés après avoir purgé leur peine. Le milieu carcéral est considéré comme un lieu public réservé à tous. Par méconnaissance de la loi ou involontairement, l'on peut tomber sous le coup de la loi. À l'étranger, en bref, en Égypte, le projet de constitution approuvé fait la part belle à l'armée. L'Assemblée constituante a adopté hier soir un projet de constitution qui confère de longs pouvoirs à l'armée. Cette proposition de loi fondamentale doit maintenant être ratifiée par référendum fin décembre ou début janvier. En bref, encore, la France accompagne la République centrafricaine dans ses efforts de sortie de crise. Plus de 200 militaires français sont arrivés durant le week-end en renfort à Bangui. Au Togo, un concours de plaidoirie sur les violences faites aux femmes et le harcèlement sexuel a été lancé par le CACIT et le chef de DE. Ce concours prend en compte plusieurs localités du pays. Rachel Aoukou. Elle se voyait 5 à 10 minutes pour plaider la cause de la femme. Toutes les couches sociales. Quelle justice sociale devrait commencer par faire tout ça? On ne peut plus faire justice sociale, devrait continuer. Ce candidat, en
relever la situation de la femme en général, les différentes sortes de violences faites à l'endroit des femmes, énumérer les articles qui défendent leurs droits, puis émettre des approches de solutions pour améliorer la situation de la femme dans le monde. Ceci constitue la phase éliminatoire du grand concours de plaidoirie lancé sur l'ensemble du territoire national. Nous avons déjà commencé à tirer et aujourd'hui nous le faisons à Lomé et à Paris. Et bientôt en décembre, le 21 notamment, il y aura la grande finale. Un candidat par région notamment Lomé, Palimé, Atapamé, Mango, Sokode, Kara et Tévier. Les lauréats recevront notamment des motos, des ordinateurs, des bourses d'études. C'est une initiative du CACIT en collaboration avec le groupe de réflexion Femmes et Développement GFDD. Le projet est intitulé Renforcement de la lutte contre les violences faites aux femmes. L'apothéose de ce concours aura lieu le 21 décembre prochain à Lomé. La bibliothèque de Baie-Camalodo a été inaugurée hier. La Fédération togolaise des associations et clubs UNESCO veut, à travers ce joyeux, inciter les jeunes de ce quartier à la lecture. Ramdan Bassina. Un problème, ça vient? Oui, non. Je disais donc la bibliothèque de Baie-Camalodo a été inaugurée hier. La Fédération togolaise des associations et clubs UNESCO veut, à travers ce joyau, inciter les jeunes de ce quartier à la lecture. Ramdan Bassina. Technique sûrement de la musique pour mettre fin à cette édition. Et c'est avec Clémentine Ayefouni à Boudjon. L'artiste a encore émerveillé le public ce week-end à Goura Senghor de Lomé à travers des morceaux choisis, des cantiques d'une école spirituelle ou encore des musiques classiques. La chanteuse a conquis le public. Pierre Soussou. Sa voix reste sublime et toujours conquérante. Au tréfonds de son être, Clémentine Ayefouni sort tout ce qui peut élever les cœurs, mais aussi les âmes. Des morceaux bien choisis qui soulignent les souvenirs et qui s'invitent dans l'intimité du public. Des artistes de cette qualité, on est fiers d'être Togolais et savoir que ce sont nos fils, nos filles, nos frères et sœurs qui sont arrivés à ce niveau de la musique classique, cela vraiment nous fait honneur. Moi, de nature, j'adore tout ce qui est classique et j'ai aimé parce qu'elle a fait du classique. C'est tout. La soliste chante les cantiques religieux et même le négro spirituel. Pour cette troisième édition de ses plus belles soirées, Clémentine reste émue par la mobilisation. C'est tout simplement parce que les gens commencent à s'intéresser à la musique classique. Parce qu'avant c'était méconnu, on ne connaissait pas ça. Et puis on se disait que c'était chez les Blancs en Europe qu'on pouvait entendre ça. Mais progressivement, je crois pour cette troisième édition, vraiment les gens m'ont montré qu'ils me soutiennent et qu'ils aiment ce que je fais. Je leur dis merci. La chanteuse ne compte pas s'arrêter dans ses bons chemins. Et c'est avec la complicité de son équipe qu'elle entend faire mieux pour les prochaines éditions. Aujourd'hui, 4e jour de la 11e foire internationale de Lomé à suivre sur la télévision togolaise. Deux rendez-vous cet après-midi à 15h, les écrans de la foire avec Mouloir Nyanya et à partir de 19h25, le journal de la foire avec